Le nombre de demandes d'asile augmente en Belgique et la République démocratique du Congo vient en 6e position avec 1220 demandes en 2023 et plus de 650 au premier semestre 2024. La Belgique dit non aux demandes d'asile farfelues, plutôt oui à l'immigration légale. C'est ce dont on va parler au cours de notre entretien avec Freddy Rosemont. Bienvenue. Vous êtes directeur général de l'Office des étrangers belges, donc mieux placé pour nous dire la politique de la Belgique et comment tout se déroule. Mais déjà, la première question, c'est que la RDC n'est que 6e sur les classements, mais apparemment, ça pose problème. Pourquoi ne pas parler des 5 premiers pays? Oui, en effet, je suis en charge de migration belge. L'Office, c'est un peu l'équivalent du DGM ici en Congo. On est compétent pour l'accès, le séjour et le retour des réfugiés. Et pourquoi on fait maintenant en action en Congo? Parce que les 5 autres pays, ce sont des pays où il y a des problèmes très réels, où les gens sont persécutés, où il y a des violences aveugles, par exemple la Palestine, l'Érythrée, l'Afghanistan, la Syrie, ce sont des pays d'où les gens sont en difficulté. Ce qui n'est pas le cas en Congo. Là, le taux de reconnaissance est extrêmement bas. Chaque demande un examen individuel, vraiment sur toutes les déclarations, sur tous les mérites, sur tous les documents présentés. Et on constate que très, très grande partie de ces demandes sont fabriquées, sont pas correctes, sont abusives. Et donc, en fin de compte, la grande partie est rejetée. Oui, la grande partie est rejetée et ça a des conséquences pour les gens parce qu'à ce moment, ils vont recevoir un ordre de quitter le territoire. Ça veut dire quitter le territoire Schengen. Ils vont souvent avoir aussi une interdiction d'entrée. Ça veut dire que pendant une certaine période, ça peut être 2 ans, aussi 3, 5, ils peuvent pas revenir dans Schengen. Et naturellement, quand ils essayent la prochaine fois de venir de tout à fait légal, avec un visa par exemple, on va être très, très attentif à leurs demandes, parce qu'ils nous ont déjà abusé une fois. Mais la demande d'asile est un droit légal. Pourquoi il faudrait limiter ces demandes? La demande d'asile est un droit légal, mais on doit faire sûr que ceux qui le demandent sont des gens qui ont besoin. Parce qu'autrement, ceux qui le méritent doivent attendre très longtemps avant que les décisions positives pour eux sont là. C'est un peu les bons doivent ne pas avoir une influence négative par les mauvais. Donc, on essaie de limiter les mauvais en informant le public, et ça c'est important, en informant le public que pour venir en Belgique, une procédure d'asile n'est pas nécessaire, qu'il y a des moyens légaux pour migrer, il y a le visa court séjour, le regroupement familial, migration pour le travail, migration pour les études, tout ça existe, mais les gens n'ont pas l'air de l'utiliser. Mais alors, qu'est-ce qui explique que, alors qu'il y a toutes ces possibilités, les gens préfèrent plutôt demander l'asile? Vous le comprenez? Je pense que c'est parce qu'ils écoutent les mauvaises personnes. Ils écoutent les trafiquants, ils écoutent ceux qui en gagnent, les agences de voyage et tout ça, parce que une demande d'asile n'est pas quelque chose de simple. Il faut avoir une persécution par l'État très réelle, très, très tangible. Et quelqu'un qui dit, oui, essaye ça, ça va réussir, c'est absolument pas vrai. Donc, on doit passer l'information correcte aux gens pour que, dans le futur, ils utilisent la bonne procédure. Parlez-nous justement de cette persécution, parce que c'est un argument de taille. Ça vaut presque 70% d'acceptation. Parlez-nous des critères, justement, d'acceptation d'asile. Bon, le critère pour l'acceptation, c'est d'avoir une persécution par l'État individuel pour des raisons politiques, apparence à un groupe social et religieux. Mais ça doit être réel. On doit pouvoir être capable de le prouver.
dire, voilà, moi j'ai participé à une manifestation, on va examiner quelle manifestation, combien de gens étaient là, combien de gens sont arrêtés à ce moment. Quelqu'un d'autre ou la même personne qui dit j'ai passé 2 mois dans une prison, on va demander quelle prison, où est la prison située, où est l'entrée de cette prison, ou combien d'étages de prison. Et naturellement, quand les gens ne connaissent pas la vérité ou ce qu'ils déclarent, directement leur demande va avoir une décision négative. Il y a un deuxième critère. Il y a un deuxième critère, c'est la protection subsidiaire. Ça, c'est pour la violence aveugle. Ça veut dire qu'au moment que vous êtes quelque part, votre vie continue en danger. Tu peux avoir un peu, en rigolant, en disant, avoir une bombe sur ta tête à chaque moment. Mais la violence aveugle, c'est certainement pas en Congo. Nullement, ça? Non, absolument pas. Et on peut dire à Palestine, à Gaza, c'est certainement pas loin de certaines régions d'Afghanistan. C'était très très crédible. Donc, mais ça nécessite chaque fois une décision individuelle du déclaration du demandeur. Alors, la Belgique mène une campagne depuis quand même quelques années pour décourager ces mauvaises pratiques et encourager ce qui est légal. Mais qu'est-ce que ça a donné jusqu'à aujourd'hui? La Belgique a déjà mené beaucoup de campagnes, et pas seulement en Congo, aussi dans d'autres pays où le taux de décision positive est très très faible. On l'a fait récemment en Géorgie, en Moldavie, je l'ai fait dans le passé à Sénégal, en Guinée, parce que aussi là, le taux de reconnaissance est extrêmement faible. Pourquoi on doit répéter ça? Parce que les gens oublient souvent. Ça a une influence pour un certain temps, et après, ils oublient, ils écoutent quand même ceux qui leur donnent de mauvais conseils. On doit aller en contre non seulement ceux qui donnent un mauvais conseil, mais aussi le média social. Le média social est devenu, les dernières années, beaucoup plus important, et personne aime de déclarer un déchet. Tout le monde va présenter la situation mieux que c'est. Donc, on va avoir des images de gens qui sont derrière une belle voiture, un très... Même si ça leur appartient pas. Oui, un très grand villa, et dire, oh, moi, j'ai réussi. C'est pas le cas. Donc, vous pouvez me rejoindre pour réussir. Oui, autant. justement, c'est pas le cas. Ils vont se retrouver dans un accueil pour demander d'asile. On doit dormir à 25 dans une chambre. Ils vont se retrouver si ils n'ont pas d'accueil vraiment chez des amis à dormir à 5-6 dans le même lit, des trucs comme ça. Et ça, c'est la réalité. Alors, parlons de ces réalités, justement. Vous qui vous occupez des entrées, de séjours, de retour des étrangers en Belgique, quelles sont les catégories, les tranches d'âge, de sexe ciblées par rapport à cette campagne, justement? Ici, en Congo, c'est vraiment des jeunes entre 20 et 35 ans. Hommes-femmes, plus ou moins la même chose, ce qui est assez rare, parce qu'en général, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. C'est la grande région de Kinshasa. Presque tout le monde vient et est né à Kinshasa. Oh. Mais qu'en est-il alors de ceux qui sont à l'Est, même si ils vivent pas la peur au ventre forcément, là où il y a l'agression, justement? Je suppose qu'ils restent à l'Est, ou qu'ils vont dans les grandes villes là-bas, Bukavu, Goma, mais ils n'arrivent pas en Belgique. Entre les causes politiques et économiques, qu'est-ce qui l'emporte par rapport aux demandes d'asile, selon vos évaluations? En cause économique ne joue pas. C'est clair, quelqu'un qui veut un autre travail, qui veut gagner plus, qui veut avoir, soi-disant, une meilleure vie, ça ne joue pas. Ça, c'est pas une persécution dans le cadre du Convention de Genève. Persécution politique, ça peut jouer au moment que vous pouvez le prouver et que c'est réel. Alors, autant de demandes d'asile, autant d'histoires, parce qu'il faut une histoire. Il faut une histoire à raconter. Quelles sont celles qui reviennent le plus? On a tous, on a les gens qui disent qu'ils sont persécutés parce qu'ils sont homosexuels, mais après vérification, ils sont mariés et ont 3 enfants. Je pense que ça, c'est clairement un mensonge. Il y a des gens qui disent qu'ils ont participé à des événements relativement récents, mais quand on demande un peu plus concernant l'événement,
Ils peuvent pas nous répondre parce qu'ils étaient simplement pas là. Ils ont lu ça dans un journal ou vu aux télévision. Donc, il y a tant d'histoires, tout le monde doit raconter quelque chose. On peut pas arriver aux premières interviews et dire je vais me taire. Non, il faut dire quelque chose. Mais notre job est de vérifier si c'est la vérité, si c'est réel. Et presque tout le temps, ce n'est pas réel. Alors, dans le cas où la demande est avérée, jusqu'où la Belgique peut aller pour accorder? Au moment que la persécution est avérée, les gens reçoivent une reconnaissance comme réfugiés et un titre de séjour en Belgique, avec le même droit et le même avantage que la résolution belge. Alors, l'asile, elle, se demande forcément sur le sol belge? Oui, toujours. Okay, toujours. Alors, comment vous comprenez que... Quelle cause profonde, finalement, pour vous, peut justifier ces demandes? Parce que ceux qui arrivent sur le sol belge, souvent, ont déjà un visa. Donc, c'est des gens qui sont légalement entrés sur le sol belge. Maintenant, au moment de rentrer, ils retournent kazakh. Oui, justement, parce que déjà avoir un visa, ça veut dire aussi un passeport. Si tu es allé chercher un passeport quelque part au DGM ou dans un autre service, ça, pour moi, ça donne déjà une indication que vous n'êtes pas suivi par l'État et pas persécuté par l'État non plus. Autrement, on va pas te laisser partir. Au moment que vous introduisez une demande de visa, il faut le motiver, il faut dire pourquoi tu viens, et quand les gens disent oui, je viens voir ma famille, je viens faire du tourisme ou du business, aussi ça ne coince pas avec quelqu'un qui veut courir pour sa vie et qui veut vite partir parce que il est en danger. Vous avez dit que le refus d'asile impacte sur le futur du demandeur sur ce sol-là. Ça peut aller jusqu'à quoi? Oui, parce qu'à un moment que les gens ont eu une demande d'asile négatif, donc pour nous abusif, c'est clair qu'on n'a plus beaucoup de confiance dans ces gens-là. C'est la même chose que quelqu'un qui utilise, par exemple, dans la demande de visa, des faux documents, et ça arrive, des fausses invitations, des faux attestations bancaires, des faux prises en charge. Aussi, ça ne donne pas beaucoup de confiance dans les gens quand ils utilisent ça. Alors, combattre l'asile abusif, c'est justement encourager l'immigration légale. Que fait l'Office des étrangers belges pour encourager justement? Donc, la migration légale a différents domaines. Le visa, mais ça, c'est le court séjour, c'est la visite, c'est aller-retour. Et on a aussi les études. Les gens qui veulent étudier en Belgique, ils doivent s'inscrire dans une université ou haute école belge et ils reçoivent le visa. C'est presque un droit. Le travail, quelqu'un qui trouve un employeur en Belgique, employeur qui veut bien déclarer la personne et demander un permis de travail pour lui, peut aussi venir à ce moment dans le cadre du travail. C'est une procédure relativement simple avec permis de travail et permis de séjour ensemble. Et le troisième, le plus nombreux, c'est le regroupement familial. Naturellement, tu peux faire jouer le regroupement familial au moment que vous avez une famille ou que vous allez former une famille, quelqu'un qui veut se marier ou quelqu'un qui est marié, qui veut faire venir ses enfants, son épouse. Aussi, ça, c'est un moyen de migration tout à fait légal. Ce dernier temps, on sent quand même que la Belgique octroie des visas et très souvent pour des longs séjours. Est-ce que ça fait partie de cette politique pour encourager quand même? Ça fait partie de la politique pour engager. Ça aussi une décision prise dans le cadre. On reçoit beaucoup de demandes maintenant. Et quelqu'un qui a un visa de longue durée, il ne doit pas revenir. Donc, c'est moins de travail pour la personne, mais c'est aussi moins de travail pour la maison Schengen ici, parce que si la personne peut, avec le même visa, faire un aller-retour 3 fois, il ne doit pas se présenter 3 fois. Qu'en est-il de l'état financier du demandeur de visa? Parce que nombreux vont renflouer les comptes, sinon ça passe pas. Comment ça se calcule? Une des exigences dans le cadre du code Schengen d'entrée, c'est d'avoir assez de moyens d'existence. Moyens d'existence qui peuvent être fournis par un carte de crédit, qui peuvent être fournis par des moyens propres, bancaires, qui peuvent être fournis par une prise en charge par quelqu'un.
mais dépendant de ce qu'on vient faire, le montant est différent. Quelqu'un qui va loger chez sa famille, qui va être nourri là, qui va être pris soin là, a besoin de beaucoup moins d'argent que quelqu'un qui va loger 3 mois à Hilton à Bruxelles et qui a besoin de manger aussi et avoir des dépenses. Ça dépend quel but vous avez. Alors, qui est mieux parti entre celui qui va pour se prendre en charge et celui qui va en famille? Qui est la personne à plus de risques pour l'Office? Ça dépend vraiment de cas en cas et de personne en personne. Je pense que dans les deux, vous avez beaucoup de gens très sérieux et vous avez des gens qui sont créatifs et qui abusent. Alors, il y a le kit, il y a le coaching, bref, l'aide à la réintégration que l'Office a prévu, que la Belgique a prévu. Mais jusqu'ici, comment est-ce que vous l'évaluez? Donc, dans le cadre du retour volontaire, on a un paquet de réintégration. Ça aide à trouver un logement, aide à trouver un job. Donc, se réintégrer dans la société qu'on a quittée. Mais c'est quelque chose que les gens doivent accepter et choisir pour. Parce que le retour volontaire, c'est quelque chose, comme le mot dit, volontaire. Au moment que les gens n'acceptent pas ça, et malheureusement, beaucoup de gens, non seulement des Congolais, aussi d'autres nationalités, ne le font pas. Donc, il n'y a pas cette aide au retour disponible pour eux parce qu'ils ne retournent pas. Et avec le retour forcé, ça, c'est quelque chose que l'Office fait. C'est extrêmement difficile de combiner ça avec une réintégration parce que pour nous, les coûts sont beaucoup plus grands. Il y a le coût de la cour pour une détention dans un centre fermé, il y a le ticket d'avion, il y a parfois des policiers qui doivent l'accompagner. Donc, on n'est pas encore si loin de dire retour forcé vaut aussi réintégration. Alors, cette aide-là, comment ça se fait concrètement sur le sol d'accueil au pays, justement? On travaille avec l'AOM, l'Organisation internationale de migration. On travaille avec Caritas, on travaille avec d'autres NGO qui peuvent aider quelqu'un à s'installer dans son pays natal. Alors, pourquoi vous prenez une stratégie qui donne pas? Est-ce que c'est un échec? Il faut faire un aveu pour changer? Ça va être quoi dans l'avenir? Il faut surtout informer le public correctement des dangers, des possibilités. Et là, quand le public, pour l'instant, on a l'impression qu'ils écoutent beaucoup trop les agences de voyage qui disent ouais, « moi, je vais vous garantir un visa et après, vous demandez l'asile et vous êtes tranquille en Belgique. » D'abord, le visa n'est pas garanti. Ça coûte beaucoup aux gens qui, de façon tout à fait autonome et normale, vont obtenir le même visa avec la même durée. Donc, l'agence est vraiment inutile. Et en plus, ça si ça amène à une demande d'asile abusif, ça va coûter du travail pour nous, coûter du perte de temps pour la personne, parce qu'il va être en attente pour quelques semaines ou quelques mois, ce qui est jamais psychologiquement agréable. Et à la fin, il va quand même devoir quitter. Ça coûte du travail pour vous, ça coûte du travail pour les bourgmestres, par exemple, ceux qui peuvent accueillir justement ces personnes. Apparemment, la situation a beaucoup changé aussi de ce côté-là. Oui, l'accueil des demandeurs d'asile, vu l'augmentation des dernières années, on manque de place. On manque de place. Donc, le gouvernement a décidé à un certain moment que la priorité va aux familles avec des enfants. Et que après les dames seules et après les hommes seuls. Donc, pour les hommes seuls, il y a une liste d'attente maintenant, qui est quand même assez grand pour qu'au début, les gens ne reçoivent pas d'accueil parce qu'il n'y a aucune place libre. Et dès qu'il y a une place libre, à ce moment, ils vont être appelés à remplir ça. Pourtant, ça fait 35 000 places. Entre-temps, ils sont dans la rue? Il y a un petit peu qui est en rue. Les autres sont chez leurs copains, chez leurs membres de famille. Ils connaissent presque tout le monde qu'on connaît quelqu'un. 35 000 places, en effet, mais on avait 35 000 demandes l'année passée. Donc,
C'est beaucoup et pas beaucoup. Alors, parce qu'il s'agit de demandes de façon globale. On ne Oui, parle pas tout, que tout, de la tout la démocratique. nationalité, toute la nationalité présente, tout à fait. Alors, ceux qui prennent, qui se font la latitude ou la gentillesse, entre guillemets, d'accueillir ces personnes chez eux, ne sont pas en danger. Non, ils ne sont pas en danger, mais ils ne sont pas remboursés non plus. Ah. Hein, donc, c'est sur leurs propres frais. Maintenant, c'est quoi l'avantage de partager ces informations? Qu'est-ce que vous voulez que le Congolais comprenne pour adopter quelle attitude? Qu'ils n'utilisent pas la demande d'asile abusif comme moyen pour migrer en Belgique, parce que ça ne va pas marcher. Ça, c'est la migration légale, on a tout à fait pour, mais utiliser les procédures d'asile de façon abusive, on doit éviter à tout prix, non seulement pour les personnes mêmes, mais aussi pour d'autres réfugiés qui peut-être ont droit à une protection, qui ont besoin d'une protection, mais ce seront des gens de notre nationalité. De la même façon, les places pour les demandeurs d'asile sont limitées. Est-ce que le fonds le sont aussi? Parce que vous avez dit que vous pouviez prendre autant tant que ça rentre dans les critères. Non, au moment que les gens ont vraiment besoin de protection, il n'y a pas de quota, il n'y a pas de nombre. Au moment qu'ils ont besoin de protection, ils vont le recevoir. Mais ça sera toujours après un examen individuel de chaque cas. Et malheureusement, beaucoup de cas ne méritent pas protection. Ils n'ont pas besoin de protection, donc ne méritent pas le statut de réfugié, donc à la fin doivent quitter la Belgique et le territoire Schengen. Quelle est la fin de l'asile? Qu'il n'y a plus de persécution nulle part au monde, qu'il n'y a plus de guerre nulle part au monde et que tout le monde vit en paix ensemble. On peut rêver. Hein. Oui, on peut rêver parce que la République démocratique est justement dans ce cas-là. Ah oui, très grande partie, oui, vous êtes dans le cas là. Mais pas toutes les nationalités, pas toutes les guerres sont finies. On a la guerre en Ukraine pour l'instant, mais ça, c'est un autre statut. C'est un statut introduit par l'Union européenne. Mais on a aussi la guerre en Palestine, en Gaza. On a eu des difficultés encore en Afghanistan, surtout pour les dames et pour les enfants. Donc, il y a encore du travail. Il y a encore du travail. À vous de continuer le travail. Nous, on maintient la sensibilisation pour qu'il y ait davantage des Congolais qui migrent de façon légale en Belgique et même ailleurs aussi. Eux sont la bienvenue, certainement. Merci beaucoup. C'est un plaisir, madame. Madame, messieurs, c'est la fin de cet entretien. Ça vaut son pesant d'or pour les Congolais qui veulent migrer en Belgique et même ailleurs aussi. Pourquoi pas? Parce que les codes, finalement, sont les mêmes. À très vite.